Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et de cette télévision partenaire du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets qui ont retenu notre attention sont d'abord le début de la campagne électorale pour les élections législatives partielles de la diaspora du 18 juin prochain. Ensuite, nous parlerons de l'investiture lundi dernier du nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Tinubu. Enfin, nous terminerons avec les préparatifs du Hajj 2023, dont le premier vol charter en terre sainte de l'islam est prévu pour le samedi 3 juin prochain. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir les confrères Issa Madougou, journaliste indépendant, Hussein Issa, journaliste indépendant également, et Maïmoune Diado, également journaliste indépendante. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Comme annoncé, nous débutons le forum de la presse de ce soir avec les préparatifs des élections législatives partielles de la 9e région prévue pour le 18 juin prochain. La campagne électorale de ces élections visant à élire les 5 sièges restants de la diaspora nigérienne à l'Assemblée nationale a débuté dimanche dernier à minuit, heure de Niamey, reporté en raison de la pandémie de Covid-19 qui n'avait pas permis l'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur lors des élections générales de 2020-2021. Ces élections auront lieu dans 15 pays. Un peu plus de 227 000 électeurs sont attendus aux urnes. Dans un arrêt en date du 11 mai, la Cour constitutionnelle a déclaré éligibles les candidats titulaires et suppléants issus de 10 listes électorales sur 15 listes qui lui avaient été transmises par le ministère de l'Intérieur. Issa Madougou, quelle est l'ambiance de cette campagne débutée dimanche dernier? Merci Michel. Étant loin des théâtres, des événements qui marquent la campagne de ces élections, je ne peux pas dire réellement ce qui se passe sur le terrain, mais globalement, ce qu'on peut faire comme commentaire par rapport à l'aboutissement ou bien la mise en œuvre de ce processus, c'est que c'est le lieu aussi de féliciter la CENI, parce que lors des échéances électorales passées, la CENI avait vraiment promis, tant que la situation le permettra, ces élections seront organisées. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de féliciter la CENI parce qu'ils ont tenu vraiment la promesse et que ces Nigériens de l'extérieur aujourd'hui sont appelés aux urnes pour élire leurs 5 représentants. Donc ça émane de la volonté de la CENI et des autorités également. Donc moi je pense que c'est le premier point qu'on peut dire là-dedans. Autre chose qu'on peut aussi, c'est que les Nigériens également de la diaspora qui se sont inscrits, c'est 227 000, un peu plus de 227 000 et quelques électeurs de se mobiliser pour choisir librement leurs représentants qui vont siéger au sein de l'Assemblée nationale et faire valoir leurs priorités dans le processus de vote, de loi et aussi de porter haut leur voix dans la vie de la nation, les projets qui concernent notre pays, la bonne marche des institutions. Donc moi je pense que c'est les 2 premiers points sur lesquels je peux me permettre de me prononcer pour le moment. Hussein Issa, on l'a rappelé, il s'agit de 15 pays. Les 12 sont en Afrique. Nous avons également la France, la Belgique, mais également les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les Nigériens de l'extérieur sont
très mobilisés pour accueillir ce scrutin du 18 juin prochain? D'abord, moi je considère que personnellement, l'Assemblée qu'on a actuellement là, on est à mi-mandat, n'est-ce pas? 2 ans plus qui sont là. Je ne vois pas l'utilité, et c'est ma position personnelle, je ne vois pas l'utilité de vouloir faire des élections pour faire venir 5 bonhommes qui vont venir s'ajouter à ceux qui sont déjà là, qui ne donnent pas satisfaction aux citoyens. Ça va changer quoi dans la vie de la nation? C'est la loi qui a prévu, la loi organique de 2014, il y a beaucoup de choses que la loi a prévues. Il y a beaucoup de choses à la hausse moi je vais dire, il y a beaucoup de choses plus importantes que la loi a prévues qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas mises en œuvre. Alors pourquoi on fait cet empressement-là? On veut montrer que non, moi je dis quelque part, pour moi c'est un gâchis. On aurait pu faire l'économie et attendre les prochaines élections pour prendre les dispositions afin que les Nigériens de la diaspora puissent avoir leurs représentants. Sinon, je ne vois pas à cette étape-là qu'on amène 5 personnes qui vont siéger et faire la même chose. Chambre d'enregistrement, caisse de résonance, ça va changer quoi dans la vie des citoyens? Alors, on est là, il y a des problèmes, il y a des préoccupations. Ils ont défendu quelles préoccupations des citoyens? Ceux-là qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Ils sont d'ailleurs complices souvent par rapport à certaines politiques publiques qui rendent la vie difficile aux citoyens parce qu'ils sont incapables d'aider à l'exécutif. Non. N'est-ce pas? Alors, moi j'ai dit un parlement, le rôle d'un parlement, c'est de faire l'équilibre. Quand l'exécutif veut faire passer des choses qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, que le parlement puisse dire au gouvernement non, ça ne passe pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? On a comme l'impression qu'ils sont là pour leurs intérêts personnels. N'est-ce pas? Alors, qu'on me parle qu'il y a 5 bonhommes qu'on va élire dans 15 pays ou quelque chose comme ça, mais ça va changer quoi dans le quotidien des Nigériens? Issa Madougou a souligné le fait que la CENI avait promis que lorsque les conditions vont être réunies, non, moi je vais dire, je vais d'un constat. Législative. Oui, mais moi je vais d'un constat. L'Assemblée nationale, les députés qui sont là actuellement, ils ont déjà 2 ans et plus qui sont là, n'est-ce pas? Un peu plus de 2 ans. Ok, un peu plus de 2 ans. Alors, un peu plus de 2 ans, on va faire venir 5 personnes. Les 5 là, ils vont changer quoi quand ils vont venir chez eux? Absolument rien du tout. Et l'autre préoccupation, ils vont venir, ils seront là à mi-mandat. Comment ça va se passer à la fin du mandat là? On va considérer qu'eux, ils vont prolonger parce qu'ils ont 2 ans de retard. C'est le juge électoral qui tranche, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui organise tout ce qui est trait à la Constitution. On demande l'avis de la Cour constitutionnelle. Moi, je vais d'un principe. Et c'est à elle de trancher. Moi, je vais d'un principe. Moi, vous savez, ces institutions-là, n'est-ce pas? Le tout n'est pas de les mettre en place. Encore faudrait-il qu'elles jouent efficacement leur rôle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? J'ai dit non. C'est juste une institution de représentation qui est là, figurante. C'est ma conviction profonde. On n'a pas l'impression qu'elle est là pour défendre les intérêts du peuple. N'est-ce pas? Parce que quand les gens viennent avec déjà des positions figées, que moi je suis de la majorité, Non, une fois qu'on rentre au Parlement, on est là pour les citoyens. Même quand c'est mon gouvernement qui pose des actes qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, je dois être en mesure de dire non. Ça ne peut pas passer. Est-ce que c'est le cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Maïmouna, est-ce que vous trouvez un peu d'enjeux, ou disons selon vous, quels sont les enjeux de ces élections législatives partielles de la 9e région? Ce que moi je pourrais dire pour ce qui est la 9e région, tu viens de le dire à l'instant, que c'est pour se conformer. On doit se conformer, c'est tout. C'est donc il faut amener ces 5 députés parce qu'ils n'ont pas pu siéger au moment où les élections législatives se sont déroulées pour cause de Covid-19. Je l'ai bien souligné. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut les amener aussi? Je viens de le dire à l'instant. Mais maintenant, si ces 5 députés, moi je pense que ces 5 députés, s'ils arrivent à l'Assemblée nationale, ça peut, parce que ce sont les porte-voix de ces Nigériens qui sont à l'extérieur. De la diaspora. Donc ça veut dire qu'au même pied d'égalité que nous serons informés de tout ce qui se passe ici au Niger, ils ont le droit également d'être informés, parce que la majorité d'informations qui leur viennent, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, deuxièmement, moi je pense aussi que... C'est vrai, Maïmouna, pendant les périodes d'intercession,
il est recommandé aux députés d'aller dans les zones où ils ont été élus, mais même au plan national. On dit mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Il y a d'autres députés qui n'ont jamais mis pied là où ils ont été élus. Ça, il faut être clair. C'est pas que, en fait, ces députés vont changer grand-chose. Il ne faut rien changer comme grand-chose. Donc, ceux qui seront élus, vous pensez qu'ils vont faire un peu le feedback? C'est utile comme ça parce qu'aujourd'hui, les Nigériens de la diaspora ont besoin d'être informés de tout ce qui se passe ici au Niger. On ne peut pas être là-bas et être informé par les réseaux sociaux. Parce que là, nous sommes déjà dans une situation d'insécurité. Nous sommes déjà dans une situation où on parle de malgouvernance, on parle de corruption. Il y a tellement de choses qu'eux aussi, ils ont besoin de découvrir. Mais quand vous écoutez la diaspora, les Nigériens qui sont à l'extérieur, quand vous les écoutez à travers les réseaux sociaux, à travers des messages, des messages en tout cas, va-t-en-guerre, donc tu te demandes, est-ce que véritablement, ces Nigériens sont informés de ce qui se passe ici au Niger. Donc avec ces élections partielles, je sais que ça va contribuer à améliorer la situation, c'est un souci pour moi. C'est vraiment l'information. Ça, c'est un souci pour moi. En dehors de ça, moi, je pense que ce n'est pas pour venir arranger grand-chose, parce qu'ils l'ont déjà dit. C'est juste se conformer, venir également être, venir s'asseoir, prendre les sous, repartir. Bon, il n'y a rien d'action, peut-être qu'ils peuvent amener, qui va encore changer. Oui, et Issa Madougou. Vous voyez pourquoi les gens ne s'intéressent même pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un véritable enjeu politique derrière ces élections. La majorité présidentielle est confortée dans sa majorité. Ils ont une grande majorité. Ça ne va pas changer grand-chose. Même si c'est l'opposition qui gagne les 5 sièges, ça ne va pas changer la donne. De toutes les façons. Pour la majorité? Non, la majorité reste, elle est consolidée. Comme leur slogan, ils consolident, ils avancent. Il n'y a pas grand-chose à espérer de ça. Mais ce que moi j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi que on sent la participation de la diaspora dans la marche du pays. Pas cette diaspora qui nous appelle à brûler les stations ici à Niamey. En cas de petits soucis, c'est des messages de haine. C'est nous, on est en train de vivre ici au Niger. On ne va pas brûler ce pays. Donc c'est eux aussi qui sont responsables dans ce qu'ils sont en train de faire. La représentativité aujourd'hui, tout le monde dit que informer comment, mais ça va être difficile, Maïmouna. Parce que, est-ce qu'il y a cette redevabilité des élus envers... Parce qu'aujourd'hui même, c'est les listes qu'on a validées. Le véritable problème qui se pose, c'est parce qu'on ne vote pas des gens nommément. Parce qu'on vote des listes. Et quand il y a un cas de problème, il faut faire à l'échelle de la circonscription. Donc ça va être un problème de le faire. On a vu ses limites. Mais vous ne pouvez pas parler de redevabilité que les gens parlent. Par exemple, on donne un exemple banal de la région de Tillabéri. On dit une formation politique à X, à tel nombre, à 5 députés. Et ces 5 députés, ils les prennent dans des localités qui ne sont pas concernés par les gens. Est-ce que le monsieur qui a été choisi pour aller à l'Assemblée nationale, il se sent redevable envers les communautés qui ont amené plus de voix? Il y en a, moi, j'ai vu une commune ici, à Vertera, ils disent qu'ils ont élu pour une formation politique un député. Mais la personne que le parti a envoyée siéger à l'Assemblée n'est pas de leur localité. Et ils ne se sentent pas vraiment concernés par les agissements de l'élu. Parce que vous ne pouvez pas être représentant du peuple et on sent dans vos actions que vous n'êtes pas là pour protéger. Moi, personnellement, je n'ai pas voté pour les législatives parce que je ne me sens pas concerné. Parce que du moment où j'ai vu dans ce pays des députés, au nom d'une coloration politique, ont pu voter une loi d'interception des communications électroniques qui peut être dangereuse pour tout le monde, qui astreint les libertés de tout citoyen, sans pour autant, parce qu'on est juste dans une... Donc, il faut que les gens soient un peu il faut demander des choses. Il faut qu'il y ait une profonde mutation et des réformes
au sein du système électoral nigérien. Si on veut vraiment arriver à avoir des élus qui sont redevables envers leurs électeurs, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut carrément changer le mode. Vous parlez des listes, mais très souvent, c'est au niveau du Conseil national de dialogue politique que c'est discuté. Le Conseil national de dialogue politique a été perverti. Ce n'est pas ça, c'est des groupes de partis qui se retrouvent là-bas en FADA pour discuter de leurs propres intérêts. Ceux qui sont directement concernés, et normalement, ça est de faire ces propositions, sinon ça ne passe pas. L'idée est bonne. L'idée, elle est géniale. L'idée, elle est louable. Mais est-ce que réellement, c'est ce qu'ils devront faire, qu'ils sont en train de faire à travers le dialogue politique? C'est juste une fada où les politiciens se décident pour se concerter par rapport à leurs propres intérêts, mais pas aux intérêts du peuple nigérien. Si c'est des choses comme ça que tout le monde est au courant de ça, qui ne va pas changer la donne. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Nigérien dont il a besoin? L'électeur nigérien a besoin que quand il vote sur sa voix, qu'il donne sa voix à quelqu'un, à une formation politique, et que la personne à qui il a donné sa voix, que cette personne puisse valablement défendre ses intérêts et œuvrer, participer à son épanouissement, faire en sorte que sa voix puisse être entendue dans la marche du pays. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la marche du pays de ces électeurs? Les gens sont là, les gens pensent que c'est parce que je suis de telle formation, bord politique, que je dois faire ceci et de cela. Mais souvent, que ce soit l'opposition et la majorité, souvent, la majorité, les gens font du vote mécanique. L'opposition pense que c'est parce qu'on est opposant qu'on doit critiquer toujours. Mais critiquer pour critiquer, tant pour avoir donné des propositions efficientes, efficientes du monde, je pense qu'il y a un véritable problème de c'est quoi même le rôle d'être élu. Ce pays-là, c'est un laboratoire de renforcement de capacité. Mais au sortir de ces renforcements de capacité, on ne sent pas une certaine appropriation des connaissances acquises. Et c'est l'une des problématiques aujourd'hui qui mine aujourd'hui la marche de ce pays. Il faut que les gens soient redevables envers ceux qui ont voulu faire ce déplacement. Parce que vous le savez, que ce soit en élection, les gens font des kilomètres. Ils abandonnent leurs activités de survie pour aller voter. Nous allons donc passer au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Bola Ahmed Tinubu a officiellement prêté serment lundi dernier en tant que nouveau président de la République fédérale du Nigeria. Ancien gouverneur de l'État de Lagos et ancien président du Parti Congrès des progressistes, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 25 février avec près de 9 millions de suffrages contre 7 millions pour le candidat de l'opposition Abubakar Atiku. Abubakar Atiku qui avait d'ailleurs contesté ces élections et ils ont ensemble donc avec l'autre opposant Peter Obi décidé d'attaquer. Ousseinissa, quelle analyse faites-vous de cette investiture de Bola Ahmed Tinubu, l'actuel président de la République fédérale du Nigeria? À partir du moment où il y a eu l'investiture, je pense que la page est tournée. Ça veut dire les recours introduits par les deux candidats malheureux, je ne pense pas que ces recours-là puissent aboutir. On a vu un peu les images, comment ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui se sont rendus. Mais ce que j'ai apprécié, je ne dis pas que les élections étaient très propres, transparentes sur toute la ligne. On a vu des scènes de violence et tout ici et là dans des localités. En Afrique, quand il y a des élections, le plus souvent, c'est des choses comme ça. C'est inévitable. Mais ce que j'ai apprécié dans leur façon de faire, c'est que, on a constaté que, d'accord, comment il s'appelle, le président Soktan, n'est-ce pas? Et comment il s'appelle Bouhari, quand il a fini, il a préféré se retirer. Il était à l'investiture. Juste après, il a repris son avion pour rentrer chez lui dans sa région. Ces images ont circulé, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je trouve très beau. Parce que, il n'est pas resté, il pouvait rester pour vouloir continuer, mais il a estimé qu'il va se retirer de la scène pour permettre à l'autre, ils sont du même bord politique, mais il va se retirer pour lui permettre de faire son travail.
N'est-ce pas? Et c'est ça qui est bien, à mon sens. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, c'est sûr que, comme de la façon dont, comment vais-je dire, on dit qu'il a bien travaillé en tant que, comment dirais-je, gouverneur de Lagos, il a bien travaillé. On a vu ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas? Il a modernisé la ville. Il a créé les conditions, en fait, au niveau de cet État-là, d'un certain boom économique. On espère qu'il pourra réaliser les mêmes prouesses à l'échelle vraiment nationale, à l'échelle fédérale. C'est ça le souhait. Et je pense que quand on voit un peu son parcours, on se dit que c'est quelqu'un qui a quand même des ambitions. Il ne les a pas cachées. Il a des ambitions pour faire changer les choses, pour booster davantage l'économie du Nigeria. Et je pense que c'est une bonne chose et c'est sûr qu'il va réaliser des choses qui vont être appréciées. Mais pour l'instant, on va se contenter de dire que bon, le passage est assuré, n'est-ce pas, avec l'investiture. Maintenant, il va s'investir pour pouvoir, comment vais-je dire, concrétiser ce qu'il a avancé, ou du moins sur le programme qu'il a vendu au Nigeria, le programme sur la base duquel les Nigériens l'ont voté. Le développement socio-économique sur tous les plans, mais il a annoncé déjà à l'investiture qu'il décide d'arrêter les subventions accordées au carburant. Et c'est ainsi qu'on a trouvé que le carburant a connu une hausse. Oui, mais parce que le prix a plus que doublé. Il peut mettre d'autres mécanismes en place. Quand il dit qu'il va peut-être retirer, c'est une annonce. Il dit qu'il va... C'est déjà fait, puisque sur le marché au Nigeria, le carburant coûtait environ 200 naira le litre, soit moins de 300 francs. Mais à l'heure actuelle, au Nigeria, le carburant coûte plus de 500 naira, soit plus de 600, voire 700 francs. Oui, bien évidemment, parce que vous savez, le problème du carburant au Nigeria, c'est lié à un problème, c'est géré de manière opaque. C'est géré de manière très opaque. Sinon, le Nigeria fait partie des grands producteurs de pétrole en Afrique. C'est l'un des grands producteurs. Voilà. Si maintenant c'est organisé, s'il arrive à mettre un mécanisme pour pouvoir organiser ça, je pense que ça peut se gérer. Maintenant, s'il n'arrive pas à mettre un mécanisme, ce qui est sûr, c'est que ça va être très dur. Et quand on connaît un peu que c'est un pays où les gens, souvent, ils basculent rapidement dans la violence, il va falloir s'attendre, on va s'attendre à ces scènes de violence par rapport à cette augmentation-là. Mais moi, je me dis, il a certainement des mécanismes qu'il va mettre en place pour pouvoir un peu contenir un peu cette inflation-là. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Quels sont les grands défis que le nouveau président Ahmed Tinubu est appelé à relever? Les défis sont énormes parce que d'abord, il faut parler. Le premier défi, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité avec Boko Haram, c'est vrai, son prédécesseur en a fait beaucoup. Mais jusque-là, il y a cette situation d'insécurité qui fait en sorte que dans certaines zones du Nigeria, pratiquement, il n'est pas permis même de pratiquer les activités. Les Nigériens n'ont pas, en tout cas, ils ne peuvent pas pratiquer ce qu'ils veulent faire comme activité. Parce que des fois, c'est des régions qu'ils n'arrivent même pas à contrôler et qui tombent dans les mains donc, de ces Boko Haram. Et deuxièmement, c'est la stabilité économique. Il faut également qu'il ramène cette stabilité économique au niveau donc, du Nigeria, parce qu'avant, la manière dont on voyait plutôt le Nigeria, et quand on regarde aujourd'hui en termes de stabilité économique, c'est totalement différent. Et également, faire en sorte que aujourd'hui, aller dans le sens de maintenir cette cohésion, la cohésion sociale et la cohésion entre justement la cohésion entre, je voudrais dire, interreligieux.
C'est très important. La coexistence pacifique. Oui, pacifique, interreligieux, oui, c'est très, très important aussi. Et également, comme moi j'aurais bien voulu que, c'est vrai, il l'a annoncé, mais qu'il devrait peut-être non pas agir vite, l'histoire donc du carburant, laisser au moins qu'il puisse s'installer convenablement et laisser les Nigériens un peu en profiter pour pouvoir lancer cette situation. Parce que selon la NNPC, qui est la société pétrolière, c'est que le gouvernement s'était beaucoup endetté. Il y a eu jusqu'à environ 6 milliards d'euros. Donc en francs CFA, ça peut aller jusqu'à 3 000 milliards de francs CFA et que selon lui, ce n'était pas conforme en fait. Il n'y avait pas de base juridique solide. Même si ce n'était pas conforme, au moins c'est pas... Buhari n'avait pas voulu faire ça peut-être pour ne pas avoir une mauvaise image avant de partir. Mais dès à l'investiture, et on se retrouve le lendemain avec cette histoire de carburant qui a augmenté. Mais moi je me dis que c'est trop tôt. C'est trop tôt en tout cas. Et peut-être, comme l'a dit Ousseini, il a d'autres mesures pour pouvoir... en tout cas permettre donc à ces populations au Nigeria de ne pas ressentir totalement en tout cas cette situation d'augmentation de hausse sur le carburant. Mais tout ce que moi je pourrais souhaiter, c'est que vraiment il faut d'abord qu'ils commencent sérieusement à finir avec cette insécurité. Il faut finir avec cette insécurité. C'est d'un intérêt important d'ailleurs pour les deux pays. Issa Madougou, par rapport à cette coopération entre le Niger et le Nigeria, qu'est-ce qu'il faut souhaiter avec le nouveau président Ahmed Tinubu? Merci beaucoup. Moi, je pense que avant de répondre à votre question, qu'aujourd'hui, moi, à mon avis, il y a 3 défis pour le président Tinubu. Il y a le défi d'abord sur le plan économique, parce qu'il faut dire qu'il a hérité d'une situation économique très chaotique, avec beaucoup de dettes. Donc, il doit trouver la recette. Il faut redresser l'économie, parce qu'il faut aussi ne pas oublier, perdre de vue tout récemment, même avec les élections, l'introduction des nouveaux billets. Qu'est-ce que ça a provoqué dans le pays? Aujourd'hui, le Nigeria était, avant même l'arrivée, parce que Buhari a fait 8 ans. Mais selon les analystes, ils disent que Buhari avait vraiment tué l'économie. Parce qu'il y avait un certain dynamisme économique. Mais comme toutes les mesures que Buhari a eu à prendre n'ont pas permis à ce que l'économie puisse continuer cette dynamique. Même la subvention du carburant, la subvention du carburant a été toujours décriée. Depuis 2012. Il y a même des soutiens de Buhari qui ont demandé à maintes reprises l'arrêt de cette subvention parce que l'endettement du pays, le Nigeria qui fait face à plusieurs défis, le Nigeria ne peut pas continuer à subventionner. Il y a un autre défi, le défi de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le Nigeria a une grande quantité de jeunes qu'il faut absorber à travers la formation et l'emploi. C'est la plus grande population d'Afrique. Tout à fait. Il y a aussi le dernier défi, c'est le défi sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà de Boko Haram, ce qu'on connaît, les agissements de ce groupe armé, il y a une industrie d'enlèvement qui s'est beaucoup développée au Nigeria. Vous l'avez vu il y a quelques mois de cela, que le train express même qui quittait Abuja pour Kaduna n'était pas à l'abri, a été l'objet d'attaques. On avait attaqué. Donc il y avait, quand on prend l'état de Zamfara aujourd'hui, vous avez, quand vous séjournez par exemple, même ceux qui sont les autochtones, une probabilité de 50% d'être enlevés et qu'on demande de... Et cette insécurité touche le centre nord, le centre est et le centre ouest. Donc il faudrait qu'on trouve un mécanisme aujourd'hui pour vraiment juguler cette problématique sécuritaire qui aujourd'hui a fortement influé sur la mobilité des personnes et des biens au sein du pays. Donc moi je pense que ce sont les 3 défis qu'il faut relever. Maintenant, qu'est-ce que pour nous en tant que Nigériens on peut espérer de ce nouveau? Peut-être on peut dire qu'il y ait vraiment une franche collaboration dans le domaine sécuritaire, surtout dans le bassin du lac Tchad, quand nous on connaît ce que font réellement le travail énorme abattu par nos forces de défense et de sécurité pour juguler ce problème sécuritaire dans le lac Tchad. Que le Nigeria également puisse aujourd'hui créer les conditions pour le retour de leurs réfugiés qui sont sur le territoire nigérien. Donc pour le cas des réfugiés, il y a eu
combien de temps les Nigériens ont promis de créer les conditions, c'est que les gens retrouvent ce jeu. Parce que si nous arrivons à ce que les gens retrouvent un peu de dignité, à reprendre le cours normal de leur vie, ça peut permettre à ce que... Mais si on n'a pas cette volonté de la manière dont nous, on voit dans notre pays, et les FDS, avec le concours des autorités, de travail qu'ils sont en train d'abattre dans le lac Tchad, si on a cette réciprocité au niveau du Nigeria, je pense que ça peut arranger les choses, qu'on peut espérer un lendemain meilleur. Au-delà de ça aussi, on a vu les mesures drastiques de fermeture de la frontière avec l'époque Buhari. Si une frontière longue. Oui. Si aujourd'hui, avec le régime... Près de 1500 km. Avec le régime de Tinubu, on peut redynamiser les échanges frontaliers, on peut redynamiser les activités économiques entre nos deux pays, à ce que aujourd'hui, y compris le gouvernement, y compris les acteurs économiques, puissent s'en sortir. Mais je crains fort qu'il y ait un véritable changement dans ça. Parce que dans les élections, si vous avez suivi de près, moi je n'ai pas vu vraiment un programme novateur que Tinubu propose au Nigeria. C'est juste une envie que c'est mon temps de gouverner parce que j'étais faiseur de roi qui était là. Mais je ne crois pas réellement à une profonde mutation ou bien un changement qualitatif qui puisse avoir un impact de notre côté, que ce soit sur le plan économique ou bien le plan sécuritaire. Je ne le vois pas parce que Tinubu, c'est vrai, les gens disent qu'il a travaillé, mais les époques ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, même les défis environnementaux. Le Nigeria fait face à une certaine vague d'inondation depuis certaines années, qu'il y a une population victime qu'il faut prendre en charge. Les défis ne sont pas les mêmes. Et il a géré à l'échelle d'un État. Ici, c'est un fédéral. C'est une nation fédérale qu'il y a. Donc, c'est plusieurs nations. Donc, les temps ne sont pas les mêmes. Même s'il a eu à faire des miracles à Lagos, aujourd'hui, avec les défis contemporains que nous avons, je pense que ça ne va pas être... Non, ça va pas être avec une baguette magique qui va changer les choses. Merci infiniment pour cette analyse. Merci beaucoup. Nous allons terminer donc avec de la religion. Les groupes d'agences prévus pour le premier tour du convoyage des pèlerins à la Mecque pour le pèlerinage édition 2023 ont été annoncés par le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Ainsi, le premier vol est prévu pour le samedi 3 juin 2023 avec des pèlerins de l'agence de voyage Al-Manasik. Ça va être donc la compagnie aérienne de transport Max Air. Les programmations de vol vont se poursuivre jusqu'au 22 juin prochain avec au total 3 compagnies en lice pour le convoyage des pèlerins. Il s'agit de Flynas, Max Air et Ethiopian Airlines. Ousseinissa, quelle analyse par rapport aux préparatifs du Hajj édition 2023? Les pèlerins sont-ils optimistes par rapport à tout ce qui est en train de se passer? Optimisme, on va voir. Parce que vous savez, le véritable problème du Hajj dans notre pays, pendant pratiquement plus d'une décennie, c'est le transport. N'est-ce pas? Bon, il y a un peu d'optimisme parce que quand j'ai entendu le nom de la compagnie éthiopienne, je me dis, au moins c'est une compagnie qui est sérieuse. Au moins, Al-Manasik, ou c'était... Ouais, ça aussi, c'est une compagnie saoudienne. Oui. Mais quand on me dit Max Air, alors, Max Air est toujours là. L'année dernière, Max Air a posé beaucoup de problèmes avec, comme avait dit. On a vu, c'est précisément à la dernière minute qu'on avait peut-être beaucoup misé sur lui, mais cette année, heureusement qu'ils ont disparu. Mais parce que chaque année, on a fait en sorte que ce soit lui qui prenne tout. Mais heureusement, cette année, il y a eu cette clairvoyance pour pouvoir mettre 2 autres compagnies. Parce que Ethiopian, quand même, c'est une compagnie qui est une des plus grandes compagnies sur le continent africain qui concurrence même les compagnies occidentales, n'est-ce pas? Ça veut dire à ce niveau, il n'y a pas de problème. On peut espérer que les pèlerins vont aller dans les délais requis, n'est-ce pas? On peut vraiment espérer avec les 2 compagnies, les 2 compagnies étrangères, parce que Max Air, c'est une compagnie locale, par procuration.
Non, mais je vais dire. Mais alors, oui, bien sûr. Mais maintenant, si ça se déroule bien comme prévu, selon la programmation, comme vous dites, c'est le 3, les premiers vols jusqu'au 22, je me dis, alhamdulillah. Jusqu'au 22, alhamdulillah, ici on peut acheminer. Et le retour aussi, qu'on crée les conditions pour que les pèlerins, après après le rite, soient restés bloqués là-bas. Ça aussi, c'est un autre défi. Maintenant, on va attendre de voir avant d'apprécier si les choses telles que prévues vont se dérouler comme c'est prévu. On ne peut pas présager qu'il n'y aura pas de problème en cours de route, n'est-ce pas? Pour le moment, c'est vrai, c'est des programmations. Oui, c'est des programmations. On ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite, n'est-ce pas? Rappelons que le quota accordé à l'État du Niger par le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce Hajj 2023 est de 15 891 pèlerins. Sans restriction d'âge. Oui, bien sûr, puisque cette année, l'année passée, il y a eu des restrictions, puisque c'était seulement 7000 pèlerins comme quota. Et il y avait beaucoup, bien sûr, et même au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a eu des nouvelles mesures pour que le Hajj soit beaucoup plus facilité à tout le monde au niveau des pays. Ils ont fait des réaménagements à leur niveau. Il faut rappeler que le tarif de ce Hajj, initialement arrêté à 3 603 840 francs, a été ramené à 3 258 733 francs CFA. Mais Diado, quelle est l'appréciation globale que l'opinion publique fait par rapport à ces préparatifs du Hajj 2023? L'appréciation globale, moi je donne d'abord mon appréciation parce que l'appréciation globale, là, je ne pourrais pas le dire pour tous les Nigériens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord se réjouir que ça ne soit pas une seule compagnie qui va, en tout cas, amener les pèlerins. Les 15 000. Les 15 000. Bon, c'est vrai que tous les 15 000 ne vont pas par vol chaque heure. Il y a 2000 et quelques qui prennent des vols réguliers. Bon. Donc, en tout cas, on a beaucoup qui... Deuxièmement, c'est la diminution au niveau donc, du billet. Même que c'est vrai, 3 millions ramenés à 3 200 000 aussi, c'est pas donné à n'importe qui aujourd'hui, de voyager, d'aller en tout cas au niveau donc, de la Mecque. L'année passée également, c'était 3,2 millions. Oui, c'est pour dire qu'on est jusque là dans les fourchettes de 3 millions. C'est-à-dire qu'il y a également, il faut étudier sérieusement le prix. Sérieusement, il faut que l'État du Niger, l'Arabie Saoudite, qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut faire, parce que le billet est trop cher et je me dis qu'à cause de ce billet-là, il y a d'autres qui... Oui, il y a l'hébergement et tout. Bon, la prise en charge dedans. C'est le plafond, en fait. Oui, c'est ça le plafond. Les 3,2 millions. Mais je pense que... Elle va finir rapidement. Donc, en fait, c'est dire que jusque-là, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il ne faut pas trop s'en réjouir. Il faut d'abord voir les premiers pèlerins fouler le sol de l'Arabie Saoudite pour pouvoir de voir dans quelles conditions ils ont été d'abord acheminés et dans quelles conditions ces pèlerins-là, les 15 000 là, vont pouvoir effectuer le Hajj proprement dit, les rites du Hajj proprement dit. Donc, il ne faut pas s'en réjouir. On croise les doigts. Il faut attendre de voir. On croise les doigts pour que ça puisse en tout cas se passer dans de très bonnes conditions. C'est vrai, parce que l'année passée, il y a eu des inquiétudes, puisqu'il y a certains rites. C'est vrai que déjà vers le début du mois d'Ul-Hijja, il y avait déjà des convoyages. Mais les gens souhaitaient être en Arabie Saoudite beaucoup plus tôt. Mais si on vous a bien compris, donc, là, Issa Madougou, pour terminer, selon vous, quelles sont les grandes attentes par rapport à l'organisation de ce Hajj 2023? Moi, je pense que c'est que j'ai vu, je suivi un peu quelques activités du COHO que j'ai vraiment apprécié. Je pense que l'équipe dirigeante a pu vraiment apprendre la leçon des éditions antérieures. Les manquements ont été pris en compte. Parce que
C'est mon avis. Parce que j'ai vu déjà, et il y a un aspect que j'ai beaucoup apprécié, le fait d'homologuer les encadreurs. Sur 500, ils ont pris 340. Et moi, je pense que... On ne se lève plus comme ça pour aller dire je on est pense encadreur. Tout ça, vous que trouvez que c'est une bonne chose? C'est une bonne Les chose. autres attentes, on me dit que nous sommes oui, je pense vers que c'est une fin. bonne chose. Maintenant, c'est un défi également pour l'équipe dirigeante du COHO, pour que les gens, les Nigériens, ne revivent pas les mêmes situations de désolation. Vous payez vos billets et vos frais et vous ne puissiez pas partir. Mais aussi ça relève aussi de notre dimension. Mais quand, pour finir, quand la grande sœur Maïmouna dit qu'il faut revoir le prix, moi je pense que également ça c'est un autre débat. Peut-être l'État peut subventionner le parti. C'est vrai, c'est un autre débat parce qu'il a été dit, par exemple, l'État a expliqué qu'il y a des pays où ça coûte moins cher, mais c'est subventionné. L'État peut subventionner. Mais il ne faudrait pas oublier qu'à côté du pèlerinage, il y a une activité libérale qui est exercée par les agences de voyage. Donc, l'État également devrait voir de ce côté pour avoir appuyé ces agences par l'allègement de certaines taxes. Peut-être que cela, on peut espérer. Mais quand tu donc, dis 3 alléger millions, les taxes, cela pourrait permettre le voyage pour la terre, certes, réduction. est conditionné. C'est bien conditionné pour le C'est le 5e pilier de l'islam. Non, c'est bien conditionné. Parce pour ceux qui ont les moyens, justement, oui, il y a des obligations, il y a des choses que si vous ne remplissez pas, vraiment, ce n'est pas une obligation pour vous d'aller au Hajj. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On vous a bien... Moi, je pense qu'on va croiser les bras. On espère que l'équipe actuelle du COHO va prendre les dispositions nécessaires afin que les Nigériens puissent vraiment effectuer un Hajj dans de bonnes conditions, à l'image des autres pays où on voit vraiment une organisation extraordinaire et on a besoin de ce genre d'organisation dans nos pays. On pense qu'ils ont assez d'expérience aujourd'hui. Il suffit seulement de mettre un peu de sérieux et de croire en ce qu'ils sont en train de faire et de le faire vraiment au nom d'Allah, notre Créateur, parce que c'est le Hajj, ce n'est pas de notre ressort, parce que c'est vraiment quelque chose de divin et qu'on ne peut pas commercialiser la foi. Ça ne doit pas être du business, on vous a bien compris, c'est un appel que vous lancez en même temps. Il faut rappeler que cette année, les importants rites du Hajj vont donc se dérouler vers la dernière décade de ce mois de juin 2023. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, Issa Madougou, journaliste indépendant, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Gado, journaliste indépendante également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. J'ai été assisté par une équipe technique composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et bon week-end. Au revoir.